Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau week-end. Et aujourd'hui, nous sommes donc le 16 janvier 2026, il est 8h. Et comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Ce matin, en compagnie de Samira Hadjamar, nous irons du côté de Ouargla pour nous faire découvrir une très belle ville. Il s'agit donc de la Cité des Sables et Sidratan ou Sidrata comme on la connaît. Donc, Fatih Ben Achenou sera parmi nous ce matin. Il va s'intéresser cette fois-ci aux maladies rares. Nous irons à Ouargla aussi ce matin en compagnie de notre ami Farhat Mouzaoui. Lui, il va s'intéresser à l'apprentissage des langues via l'intelligence artificielle. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, ce sera pause musicale et notre script Faudel nous a choisi ce matin Maher Zain, que je vous laisse apprécier. On se retrouve juste après. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Voilà, c'était une belle musique. Donc, en compagnie de Maher Zain, cette fois-ci, place à la santé. Nous allons nous intéresser aux maladies rares et ce sera juste après cela. Bonjour docteur. Bonjour, Sabah al-Khair. Sabah al-Noir. Entre parenthèses, j'adore cette glorification de Rasul oui, sallallahu alayhi wa sallam, surtout avec cette voix et en même temps respectueuse, en même temps douce, excellente. Et après, ce sont des jeunes très modernes, donc ils font un excellent travail, effectivement. C'est pas... c'est bien. C'est bien. On remercie notre ami Faudel hein, qui a choisi la pause Faudel, monsieur Faudel. 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 Ah, non, là, vous posez un lapin, hein, docteur. Non. Alors, c'est Faudel ou Faudel? Hein, Faudel. Faudel, pas Faudel. Ah, alors là... Vous savez pourquoi je parle de Faudel? Oui, bien sûr. Non, si c'est Faudel, merci Faudel. Ah, c'est Faudel. Faudel. Voilà, merci. Faudel. Alors, docteur, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux maladies rares. Alors, qu'est-ce qui fait la rareté de ces maladies? Qu'est-ce qui fait la rareté? Rare, c'est une définition en médecine, c'est une définition par rapport au nombre de personnes atteintes de telle maladie par rapport à la population générale. C'est comme ça qu'on fait en médecine. Elles sont rares parce qu'elles ne touchent pas beaucoup de personnes. Heureusement. Mais au point de vue statistique. Mais le fait de dire que c'est rare, ça entraîne le fait de prise en charge, d'un traitement, entre guillemets. Parce que vous savez que un médicament, c'est un produit de ce qu'on appelle recherche et développement. Les grandes compagnies de médicaments qui sont assez fortes, tenez-vous bien, je lisais l'autre jour, certains laboratoires possèdent un budget de recherche pour trouver de nous un budget qui parfois est équivalent à certains budgets nationaux de pays africains. Oui. Ça c'est uniquement pour la recherche. Ça, c'est pour montrer l'importance, encore une fois, de la recherche dans le domaine de la médecine. Voilà, de la médecine, c'est, disons, pour être positif, qu'ils veulent faire d'une pierre deux coups. Trouver des médicaments pour soigner le maximum, et en même temps, c'est normal, on dépense. Vous savez que la recherche, c'est quelque chose de... Ça absorbe des sommes inimaginables. Alors, sommes, non seulement des sommes, mais beaucoup de temps. De temps, de matériel, tout ça, mais eux, c'est surtout une compagnie médicale, un laboratoire, c'est d'abord... C'est vrai qu'il faut un travail honorable, ils mettent à la disposition des populations. Mais en même temps, c'est une affaire de gros sous. Parfois, on bloque tel médicament par rapport au rival. Ça, c'est le commerce pur. Mais moi, je trouve que c'est du commerce positif en faveur de l'humanité. Et sinon, docteur, juste si vous permettez, donc, si les maladies sont rares, donc c'est par rapport aux statistiques justement des personnes qui sont atteintes, encore une fois, par rapport à la population générale. Encore une fois, alhamdoulilah, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont atteintes, mais par la même occasion, ma question serait justement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de cas, donc est-ce que cela permet une recherche assez épanouie de ces maladies, par rapport à ces maladies? Non, plus elles émergent dans la population générale, plus elles attirent l'attention des compagnies de médicaments, de recherche et tout ça. Pas de ce côté totalement extrémiste. On dit elles attirent le regard, c'est comme si... Non, c'est le fait qu'à ce moment-là, ça devient, c'est vrai, que c'est positif d'investir parce que le médicament... Docteur, je ne parle pas du côté commercial, je parle vraiment du côté recherche scientifique. Oui, non. Le fait qu'on n'ait pas beaucoup de cas, est-ce que j'ai envie de dire, ça ne retarde pas le fait de trouver une prise en charge de ces maladies? Oui, parce qu'en médecine, on travaille avec une science qui s'appelle l'épidémiologie. Ce n'est pas uniquement qu'on a découvert juste quand il y avait le Covid, chez nous on dit un épidémio. L'épidémiologie, justement, c'est pour étudier la carte sanitaire du milieu, du pays, voilà. C'est telle maladie qui est très développée, donc il faut apporter le plus d'attention, le plus de budget. C'est la règle du jeu. Bien sûr, moi, je préfère
soigner. Mais c'est que je préfère, logiquement, quand j'ai 60 patients malades, je préfère m'occuper d'eux parce qu'ils ont besoin que de m'occuper d'un malade qui n'est pas du même type de maladie. C'est ce que, on va aller plus loin. À un moment, quand il y avait des AVC, les AVC commençaient à arriver. Il fallait les hospitaliser dans un service de réanimation. Eh bien, on préférait, je ne sais pas si c'est... Pas ce qu'on préfère, mais... pas qu'on préfère, mais c'est de la logique. Une vie humaine reste une vie humaine, on voudrait bien sauver tout le monde. On préfère, mais si on préfère, on admet un jeune parce qu'il a qu'une personne âgée ou très âgée. Je crois qu'en médecine, on est appelé à faire ces choix. Ce qui pose problème, c'est pour la même chose que pour ces médicaments. Alors justement, pour ce qui est des maladies rares, est-ce que la liste de ces maladies rares est très importante? Je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup de maladies rares aujourd'hui? Superbe question et questionnement. En médecine, plus on cherche, plus on trouve. Ouais. Je ne veux pas dire on cherche, plus on explore, plus on trouve. Et en médecine aussi, c'est les cas qui se présentent à toi. Oui. Par exemple, moi, de mon temps, maintenant le diabète, par exemple, c'est quelque chose de très courant, très codifié, que les conduites à tenir sont précises. Mais moi, je suis encore jeune. Hein. Bien sûr. Il y a, par exemple, 50 ans, il y a ce qu'on appelle un coma acidocétosique. C'est une urgence chez le diabétique. Il y a un coma, il y a augmentation des corps cétoniques, c'est des produits chimiques, tout ça, biochimiques. Eh bien, je me souviens que, et je rends hommage, et c'est par la même occasion saluer Madame, oh là là, tellement ça va venir. Elle nous a appelé, Madame Chitour, professeur Chitour, elle est venue nous chercher. Vous étiez étudiant à l'époque? À l'époque, oui, étudiant. On était en plein cours, elle est venue nous chercher. Elle a bloqué le cours pour nous montrer un cas de coma acidocétosique. C'était à Pierre et Marie Curie. Je salue tous mes collègues et le personnel de l'époque. Un cas d'acidocétosique, alors que maintenant, un étudiant de première année de médecine, deuxième année, sait ce que c'est, et parce que c'est courant. Regardez cette évolution du diabète, qui était une maladie rare. Le cancer, durant nos études, le cancer, on le citait, c'était pas. Regardez maintenant, il occupe toute la place. C'est ça une maladie rare. Et autre chose, c'est le fait que cette maladie, lorsque le nombre augmente, la démographie, entre guillemets, augmente, à ce moment-là, ce n'est plus une maladie rare, c'est une maladie, ça devient une maladie rare et ça permet des progrès énormes. Ça, c'est extrêmement important. En ce qui concerne les maladies rares, j'attendais que vous me disiez qu'est-ce que c'est qu'une maladie orpheline. Ah, oui. Non, parce que ça... Oui. Alors, une maladie rare, c'est fonction du nombre de la personne atteinte. La maladie orpheline, moins il y a de cas, plus la maladie est orpheline parce qu'elle n'a pas de médicaments. C'est comme un orphelin. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie orpheline. Donc une maladie orpheline, c'est une maladie qui n'a pas de traitement. Pas de traitement. Mais du moins, les traitements ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas disponibles. Par rapport au cas. Vous savez, en médecine, ça a toujours évolué comme ça. Oui. Par exemple, la tuberculose, tout dans le début, on mourait de tuberculose. Oui. On peut comparer au sida, ça n'a rien à voir, mais au point de vue statistique, au point de vue chiffre. C'est comme le sida. Le sida, à ses débuts, les années 80, c'était dans une ville aux États-Unis, connu pour sa légèreté de vie et ça les regarde, et qui mourait. On ne savait pas pourquoi on mourait. Alors après, petit à petit,
on a ceux qui avaient en Afrique des animaux mouraient, et maintenant le sida, on l'a pas encore totalement, mais ce n'est plus une maladie rare, wahda. Ce n'est plus une maladie orpheline. D'ailleurs, aujourd'hui, les patients sidériens, ils peuvent avoir une vie tout à fait normale. Tout à fait normale. Ils peuvent se marier, avoir des enfants, le plus normalement. On Donc, sait, ils ont juste besoin d'une prise en charge et d'un voilà, accompagnement on médical. connaît le processus, qu'est-ce qu'un sidéen, à quoi, quelle est la cause réelle du sida, comment on fait, et les laboratoires maintenant produisent. À l'époque, il y avait une grande polémique que les laboratoires ne voulaient pas donner la formule, ne voulaient pas. Là, on passe d'un côté à l'autre, ce que vous avez appelé commercial, et c'est vrai, et recherche scientifique et soigner les gens. L'important, à mon avis, c'est d'avancer. Et que si aujourd'hui, c'est vrai que ça coûte cher, ça coûte très cher de faire de la recherche, c'est pour ça. Et donc, les maladies rares, c'est un problème statistique, le nombre de personnes. Et les maladies orphelines, celles qui n'ont pas de médicaments. Et comment se fait la prise en charge finalement de ces patients? C'est une bonne question. Et je crois qu'il faut revoir la signification d'un traitement. Oui. Nous, on est habitués en Algérie à un traitement nabara. On dit ad integrum, c'est-à-dire revenir au truc. Non, donner un traitement, trouver un traitement, parfois pour bloquer la maladie, pour qu'elle n'évolue pas, parce que ces maladies évoluent. C'est comme on descend les marches d'un escalier. Ces maladies évoluent. On peut les bloquer en haut de l'escalier, rester là où vous êtes. Ces médicaments, ça coûte très cher. Deuxièmement, traitement, c'est prise en charge. Nous, on parle beaucoup plus de conduite à tenir. Et on écrivait CAT, conduite à tenir. C'est beaucoup plus ça. Et par exemple, il y a beaucoup de prises. Les maladies rares touchent énormément l'os, son développement, ça a beaucoup d'éléments. Ce qu'on peut faire, c'est, premièrement, être auprès de ces malades. Et j'en profite sincèrement, du fond du cœur, de saluer la femme algérienne, la mère algérienne, parce que je suis actuellement dans une association de prise en charge, c'est ADEM, c'est une association de parents de maladies rares, d'enfants atteints de maladies rares, ce n'est pas des enfants, par contre, c'est des... Et il faut voir les mamans, c'est elles qui s'occupent, c'est elles les aidants, et je crois que si on veut travailler, il faut travailler en accord avec les aidants, c'est ce qu'on appelle les aidants. Et en plus, il faut faire de la kiné, il faut faire beaucoup de psychologie, d'orthophonie, tous ces éléments-là, et surtout une présence en espérant que le traitement au sens algérien du terme, Nbaret, hamdoullah, soit tout un... Mais on découvre de plus en plus de maladies rares, parce que maintenant la science, la recherche, mais elle marche à une vitesse terrible. Et j'aimerais être là, peut-être, d'ici 50 ans, il y aura beaucoup, ça a complètement changé. Certainement, parce que le mode de vie, déjà il change. En tout cas, merci beaucoup, docteur. J'ai brossé un tableau le plus large. En tout cas, voilà. En tout cas, nous avons eu une idée des maladies. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On se retrouve très bientôt. De rien, Inch'Allah. Je me ferai pas rare. Si on m'invite. S'il vous plaît. Si on m'invite. Merci beaucoup. On ne vous invite pas, docteur. Vous êtes chez vous. Ah, merci. Hein, n'est-ce pas? Merci beaucoup, docteur. Donc, on se dit à très vite. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Béjaïa pour découvrir la Casbah de Béjaïa. Et c'est Hicham Daou qui nous y emmène dans ce reportage. On se retrouve juste après. Béjaïa est une ville où le savoir et la nature se rencontrent harmonieusement, faisant d'elle une destination incontournable pour les passionnés de culture et les amoureux de paysages authentiques. La Casbah de Béjaïa est un site historique qui date de l'époque médiévale et connu pour son architecture impressionnante et son importance stratégique. Tout au long de son histoire, elle a été un point de rencontre entre différentes cultures, notamment arabes, berbères et européennes. La Casbah de Béjaïa, à travers son histoire aussi, elle a connu plusieurs modifications architecturales. Donc l'arrivée des Espagnols en 1510, ils ont
solidifier le mur, le mur est. Ils ont construit la maison à patio et le fort espagnol. Donc l'arrivée des Turcs, en 1555, ils ont remanié seulement la mosquée Ibn Khaldoun. Et l'arrivée des Français, ils ont construit la partie sud, excepté la muraille qui existait bien avant. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la muraille, quand ils ont construit la Casbah, ils l'ont directement attachée à la muraille de l'époque hamadite, la partie ouest et la partie sud de la Casbah. L'importance de la Casbah de Béjaïa revient aussi à sa superficie qui dépasse les 2 hectares, mais surtout de sa proximité du port. Elle fut construite au milieu du XIIe siècle par le calife de la dynastie d'El-Mohad, Abdelmomen Ben Ali, vers 1154. À travers son histoire, cette Casbah a connu le passage de plusieurs savants et érudits comme le célèbre Ibn Khaldoun, considéré comme étant le père de la sociologie. Il occupait le poste d'El-Hajib, qui est l'équivalent d'un ministre de l'État, en plus de son rôle d'enseignant en matière de jurisprudence. Ibn Khaldoun a effectué plusieurs séjours ici à Béjaïa, de 1352 à 1354. Et ça l'a aidé à parler de l'Omran, de l'urbanisme, et ça l'a vraiment aidé dans son livre de la Muqaddima sur l'urbanisme, sur la société. Béjaïa était un carrefour à l'époque médiévale où tous les savants, où tous les érudits passaient par là. Aujourd'hui, une visite de la Casbah de Béjaïa demeure incontournable pour les touristes locaux et étrangers. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agences locales, on a beaucoup de touristes qui veulent découvrir le pays inconnu en Nord-Afrique. Et maintenant, on a beaucoup d'exemples des gens qui visitent Béjaïa, Alger, Constantine. J'ai adoré Béjaïa, sa nature est tout simplement magnifique et Cap Carbone a rendu l'expérience encore plus mémorable. J'ai également beaucoup apprécié ma visite de la ville, entre paysage, ambiance et authenticité. Je ne regrette pas du tout mon séjour ici. La réhabilitation des sites historiques ici à Béjaïa et le lancement de plusieurs projets de réaménagement ont permis à cette cité médiévale de reprendre sa vraie valeur dans la carte touristique nationale. Et voilà, très très beau reportage donc, de notre ami Hicham Daou qui nous a emmené en belle balade du côté donc, de la Casbah de Béjaïa. Et de Béjaïa, nous allons aller du côté de Ouergla, un très très beau lieu nommé d'ailleurs la Cité des Sables et Sedraten. C'est notre ami Samira Hadjamar qui va nous y emmener, mais ce sera juste après ça. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment ça va? Très très bien. Ça se passe bien? Très très bien. Alhamdoulilah, avec de belles pluies ce matin. De très belles pluies, soudain coup. Effectivement. Mais très bien, le baraka. Très bien, le baraka, alhamdoulilah. En tout cas, aujourd'hui, Samira, tu vas nous emmener du côté du sud-est. Sud-est. Voilà, du côté du sud-est, nous allons aller du côté de Ouergla. De l'ergue, grand ergue oriental. Voilà, de Ouergla. Ouergla qui se trouve à peu près environ presque 600 km d'Alger. Très belle route, très belle ville, très belle destination, le cœur palpitant de l'Algérie. On va exactement après Ouergla, il y a à 14 km les ruines de Istraten. Donc Istraten, tu connais, tu as déjà visité. Très belle station historique. Comme tu as dit, la Cité des Sables, mais on l'appelle aussi l'Atlantide du Sahara ou encore la Pompéi des Sables. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a eu, il y a très longtemps, donc le moment où elle a le plus rayonné, on va dire cette partie d'Ouergla ou cette région d'Algérie, c'était entre le Xe et le XIIIe siècle. La carte qu'on a vu passer, c'est celle du géographe espagnol El Idrissi, et on voit apparaître Ouajlen ou Ouarklen, en fait, selon la prononciation, c'est Ouergla. Donc elle est mentionnée déjà par El Idrissi et bien avant. Le lieu existait, hein. Le lieu existait, mais il a été le refuge des Rostomides à partir de 909 de notre ère, juste après la chute de Tahert. Donc ils s'y sont installés. Tahert. L'actuelle Tahert, c'est ça. Tahert, oui, oui. En fait, c'est toute la région. Oui, oui, c'est correct. Et
Donc ils se sont installés et ils y ont construit toute une cité en fait médiévale avec un palais et une cour centrale, des maisons plus modestes et des maisons, un quartier on va dire résidentiel, des décorations fabuleuses. Donc ça montre, ça démontre le rayonnement culturel. On est à une étape majeure on va dire du commerce transsaharien, donc de l'Afrique du Nord vers Bilad Soudan, qui est l'Afrique subsaharienne, Gao en fait, toute cette région. C'est la route de l'or, mais aussi du sel. Donc on peut imaginer déjà l'ambiance, donc le rayonnement, l'activité, les gens venaient de partout, mais ils venaient aussi parce que c'était un centre de culte et de culture. Donc il y avait des érudits qui venaient, il y avait un enseignement juridique qui était enseigné, il y avait toute cette atmosphère et cette activité. Donc il y a 2 dates majeures qui correspondent à ce site. La première fois, c'était entre 1881 et 1884. Ce sont 2 Français, Victor Langeau et Henri Duvrier, qui vont visiter le site. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transmission orale de la légende. Les Français à l'époque, c'est la colonisation, étaient friands de découvertes, d'exploration, c'était des chasseurs c'était peut-être des militaires, mais c'était surtout des chasseurs d'or en fait. Ils cherchaient à trouver. Donc ils ont trouvé sur place de la poterie, des débris de poterie, mais aussi des affleurements parce qu'on est dans le désert et donc le sable très souvent et avec le temps recouvre les vestiges archéologiques. Et très souvent quand il y a une tempête ou un vent de sable, on découvre au hasard des vestiges. Et donc ils ont trouvé un affleurement de murs, mais il n'y a pas eu, donc en 1881, il n'y a pas eu de fouilles. Arrive entre 1951 et 1952, c'est l'archéologue Marguerite Bercham. C'est elle qui va effectuer des fouilles et de très belles fouilles, et c'est elle qui va mettre à jour en fait les ruines qu'on connaît aujourd'hui de Istraten. Voilà, Sidrata aussi, on l'appelle par raccourci Sidrata. Donc on découvre en fait toute une cité médiévale avec, comme on l'a dit, un palais avec des murs hauts. Donc juste pour avoir une idée, tout le site. Le site qui est protégé, classé au patrimoine national algérien culturel, il y a 700, à peu près un peu plus de 700 hectares, mais sinon l'intégralité du site fait à peu près plus de 4000 hectares. Pour te dire, il y avait un palais, il y avait des demeures, il y avait une activité, il y avait des commerces, mais il y avait aussi, on est dans le désert, dans le Sahara algérien, il y avait des oasis, c'est une oasis, donc il y avait des palmeraies, il y avait un système hydraulique, des canalisations, et on sait très bien que ces gens ont réussi à vaincre l'hostilité, enfin à s'adapter à l'hostilité et l'aridité de la région. Parce qu'il fait très chaud, il fait très très chaud dans la région. Il y a eu énormément de conflits, notamment avec les Hamadites de Béjaïa. Pourquoi? C'est la domination territoriale, c'est la domination aussi du commerce. C'est de l'or et du sel, et à l'époque le sel valait peut-être plus que l'or. Et donc il y a eu il y a eu 2 batailles particulièrement au niveau de cette cité. Cette cité est une cité par excellence ibadite. Voilà, donc il y a un pèlerinage chaque année au mois d'octobre. Les ibadites d'Algérie, de partout, en fait de Djerba, parce qu'il y en a aussi à Djerba, viennent. Pourquoi? Parce qu'il y a un cimetière aussi, et il y a une personnalité à qui ils rendent. Et enfin, il y a un pèlerinage qui se fait chaque année au mois d'octobre qui rassemble tous les ibadites. Voilà. Donc, grande histoire, lieu à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Ce sont des décorations, des stucs. Alors, beaucoup de fragments, je vais dire des milliers de fragments ont été retrouvés. Ils se trouvent principalement
au musée du Bardo, au musée des Antiquités d'Alger, pas très loin de la télé, au musée du Louvre et à la fondation, le musée du Louvre à Paris, en France, et le musée du Louvre, la fondation Bercham en Suisse. L'archéologue qui avait fait elle a emporté avec elle des choses. Voilà. Explorer la région. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur ces stucs? C'est du plâtre, mais pas n'importe quel plâtre, hein. Pas du plâtre pour boucher les trous, c'est un plâtre. Après, c'est pas le plâtre effectivement qu'on retrouve au sud. C'est un matériau très particulier. Alors, c'est à la un région. plâtre local, voilà. mais ils ont pris du gypse en fait, qu'ils ont fait bouillir, qu'ils ont fait cuire, bouillir. Ensuite, ils l'ont utilisé sur, je veux dire, la masse, la structure qu'ils voulaient construire. Et ensuite, ils l'ont façonné. Ils l'ont façonné sous les influences andalouses, bien sûr. Il y a les influences abbassides, donc la partie à l'époque de l'Irak. Il y a bien sûr l'influence berbère. On peut retrouver les mêmes motifs, les mêmes décorations dans par exemple les poteries des Aurès ou encore celles de Kabylie. Donc il y a eu un savoir-faire, c'est de l'art, hein. C'est très beau, c'est très bien fait. C'est étonnant aussi parce que quand on connaît Ghardaya par exemple, il n'y a pas de décoration. Il y a une architecture fabuleuse, on vient du monde entier pour apprendre l'architecture et la structure des habitations ibadites, mozabites. Et là, on retrouve des décorations, en fait, de l'ornement, c'est fabuleux. On n'a pas de représentation humaine, bien sûr, mais on a des représentations végétales, des motifs, des fleurs, on a des rinceaux, enfin, on a plein de sculptures comme ça qui rappellent ce qu'il y a en Orient, ce qui rappellent ce qu'il y a en Andalousie. Voilà, on peut les visiter. Qui vient de me faire rappeler, d'ailleurs, que pas très loin de Ouergla, Ouetsouf, d'ailleurs, il y a toujours les artisans, ils existent toujours les artisans qui travaillent à base de gypse et qui font qui reproduisent un petit peu le même travail. On a eu même à les rencontrer. Ils font un travail fabuleux. Ouetsouf qui est la cité des mille et une coupoles, architecture de terre par excellence, mais c'est la meilleure architecture pour cette région puisqu'il est très difficile c'est des températures qui peuvent atteindre, c'est plus de 50 degrés et même en hiver, le froid, il y a le vent, les tempêtes de sable. C'est pour dire que les habitants ont toujours su s'adapter au climat, s'adapter à l'environnement. Effectivement, il y avait un fragment d'ailleurs d'un des stucs que tu avais montré. Il m'a fait rappeler qu'il avait fait déjà l'objet d'une émission de timbre dans les années 90. Oui, bien sûr, j'ai mis le timbre, on va le voir à la fin. Quelque chose comme ça. Oui. Alors, ça m'avait fait rappeler, quand je faisais ma rubrique, d'ailleurs, je l'avais présenté. Ça m'a fait rappeler et c'est beau, hein. C'est beau. Moi, j'aime beaucoup les timbres. Oui. Parce que le timbre, celui-là qu'on vient de voir, justement, celui de Sidrata, qui a été fait au début des années 70, c'est Rassim qui l'a fait. C'est Rassim, l'enlumineur, l'artiste, le père des artistes algériens. C'est lui qui l'a dessiné. Donc c'est une œuvre d'art. Avoir ce timbre, c'est une pièce rare d'abord parce qu'on ne peut plus les retrouver et ça a une grande valeur. Il y a quelques endroits où on peut les retrouver. Ah oui, tu connais les astuces. J'ai toutes les adresses. D'accord. De bonnes, je veux dire bonnes adresses. Et sans le poinçon de la poste. Du tout. D'accord. Donc ce sera des timbres neufs. Il faut juste aller tous les samedis. Voilà. Moi j'aime beaucoup les timbres parce que ça nous met. Et tu collectionnes? Bien sûr, depuis des années. J'ai certainement pas la même collection que toi, mais je les regarde. Mais en fait, c'est l'existence de la collection elle-même qui est importante. Oui, mais ils sont très bien faits. La plupart du temps, sont faits par les anciens, sont faits par de grands artistes. Ça serait bien de continuer à le faire comme ça. Bon, remarque, ceux qui sont faits maintenant deviendront plus tard des œuvres d'art aussi. Donc voilà, donc on peut visiter. Peut-être qu'on va faire de belles découvertes sur ce site ou à côté. Il est certain qu'il n'y a pas un lieu en Algérie où on creuse et on ne tombe pas sur un trésor. Voilà. Donc ceux qui sont à Alger, ils peuvent toujours aller au musée pour aller visiter les stucs. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas que le site de Istraten, mais il y a ceux des Hammadites. Il y a beaucoup de choses qui ont été retrouvées. Le Zlij des Hammadites, les stucs aussi. C'est des stucs aussi qui ont été
ils ont utilisé la calligraphie. Donc il y a de la calligraphie sur ce site, mais c'est très beau et ça vaut le détour. Et ça vaut le détour, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Merci, Nour. Samira, pour ce beau voyage que tu Oui. nous proposes. Et on va rester à Ouargla. Oui. On va pas revenir, on va quand même rester à Ouargla, parce qu'il y a notre ami Farhat Mouzaoui. Ils ont de la qui nous chance, attend. Ils ont de la chance, effectivement. Oui. Nous avons de la chance aussi d'être à Alger. Il y a Oui, beaucoup, bien beaucoup sûr. beaucoup de beaux lieux à visiter. En tout cas, merci beaucoup, Samira. Merci, Nour. On se retrouve Dimanche et lundi, dimanche et Inch'Allah. lundi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Nour. Samira, on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ouargla, retrouver notre ami Farhat Mouzaoui et ses invités. Et cette fois-ci, comme je vous le disais au sommet, il va s'intéresser à l'apprentissage des langues à travers l'intelligence artificielle. Farhat, bonjour et c'est à toi. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs depuis la station régionale de Ouargla. À l'ère des grandes mutations technologiques et économiques, les jeunes sont appelés à développer de nouvelles compétences, à créer leurs propres opportunités. Dans cette émission, nous parlerons de l'apprentissage des langues à l'ère de l'intelligence artificielle et de l'investissement comme alternative au chômage chez les jeunes. Avec nous, deux invités, M. Tamer Brahimi et Mme Nesrine Karami. On commence avec l'économie, mais avant ça, on commence avec une chanson pour éveiller notre matinée et on revient pour continuer le sujet avec Mme Nesrine Karami. Et voilà, on était avec la troupe Essénéri à Tamanrasset. Madame Nesrine, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Farhat, merci pour cette invitation. Merci à vous. Donc Madame Nesrine, je rappelle, vous êtes fonctionnaire à la banque. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'initiative de l'investissement chez les jeunes. Donc comme première question, vous allez nous parler de l'investissement. Est-il une alternative au chômage chez les jeunes, Madame Nesrine? Bon, et effectivement, aujourd'hui, on peut dire que l'investissement est devenu une véritable alternative au chômage pour la nouvelle génération, parce que, premièrement, il permet de ne pas attendre une opportunité salariale, mais plutôt de la créer. Surtout pour cette nouvelle génération qui est
qui cherchent toujours la rapidité, qui cherchent toujours une solution au problème au lieu d'attendre. Donc effectivement, l'investissement peut être vraiment une alternative au chômage. Donc, Madame Selene, est-ce qu'on peut lancer des projets avec un petit budget? Exactement. En fait, c'est une fausse idée de croire qu'un investissement, il doit être grand. Mais le plus important dans le projet, c'est qu'il doit être viable. Donc parfois, on a des idées qui coûtent pas beaucoup, mais qui représentent un manque sur le marché. Et ben, ça peut créer une opportunité très, très, très grande et ça va permettre à ce jeune investisseur d'avoir une stabilité financière qui va venir progressivement et peut-être même à devenir un employeur au moyen terme. Oui. Voilà. Vous pouvez nous donner peut-être des exemples de projets à faire? Donc, il faut d'abord, avant de chercher l'idée et la trouver, il faut se poser les bonnes questions. En fait, il faut revenir à son environnement. Qu'est-ce qui manque? Les manques. Exactement. Oui. Parce que c'est ça l'esprit d'un investisseur. Qu'est-ce qui le différencie d'un bon investisseur à un autre? C'est de pouvoir poser les bonnes questions. Donc, la première des choses, c'est savoir ce qui manque dans le marché et essayer de le remplir. Parfois, ça peut être une idée simple artisanale, exemple fabrication de huiles essentielles ou du savon. Des savons, oui, exactement. Le chocolat. Exactement, le chocolat, oui. Ça prend de plus en plus de l'ampleur dans le marché et à d'autres services, exemple la restauration, les services en général. Donc, il faut vraiment... Qu'est-ce qui va différencier les projets? C'est une bonne étude. Parce que c'est très, très important de faire une bonne étude, de bien calculer les dépenses et les dépenses et les coûts, les charges du projet. Et même les gains. Exactement. Oui. Et les gains avant de... La rentabilité du projet. Exactement. Là, on parle toujours de viabilité du projet pour bien réussir le projet. Parce que le but, c'est pas de faire un investissement pour en faire un ou juste pour sortir du chômage, mais c'est de trouver une véritable solution et pourquoi pas, après, s'agrandir, de commencer avec une petite entreprise et devenir une chaîne. Oui. Voilà. Et quand on parle de projet, vous êtes jeune, vous avez investi dans un projet touristique. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails peut-être dans ce projet-là? Bon, on va dire que le domaine touristique, ça reste un domaine assez difficile, mais généralement, quand on parle de service, quand on offre un service, le service est toujours plus compliqué à gérer parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Il y a l'économie du pays qui va impacter directement le secteur, ainsi que même, on va dire, le client. Parce que quand il y a un rapport direct avec le client, ça exige une responsabilité plus importante, ça exige de la force. Bon, il faut tout d'abord aimer ce qu'on va faire. Donc, surtout ce qui différencie la nouvelle génération par rapport aux générations précédentes, c'est qu'on est une génération qui a grandi assez libre. Donc, généralement, on va vers l'investissement pour garder en fait cette forme de liberté et essayer de donner le meilleur de soi-même. Donc, et choisir peut-être le projet qu'on veut. Exactement. Le tourisme, ça reste, surtout en Algérie, ça reste un secteur à développer. On en a besoin encore de plus en plus d'investissements, surtout dans le sud, parce qu'on a un grand pays qui nécessite beaucoup d'investissements. Mais il ne faut pas se limiter, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se limiter dans la taille du projet. Parce on peut commencer petit et après se développer avec le temps. Il n'y a pas de mal. Le plus important, c'est la viabilité du projet. Et je pense qu'il faudrait bien un très très grand suivi.
là-dessus. Surtout ça, exactement. Et maintenant, vu qu'on a parlé de banque, c'est le rôle de la banque aussi. En fait, c'est plus, les temps ont changé. C'est plus juste un rapport d'investissement capital et tout. C'est la banque maintenant, elle va assurer un encadrement à l'investisseur. Parfois, l'investisseur, il a une idée, il est ambitieux, il est jeune, donc il a une idée en tête, mais une fois quand il rentre dans l'étude technico-économique, ça devient plus réel, il voit les difficultés de son projet. Donc un petit peu la banque fait éclaircir le côté économique de la chose. Oui, exactement. En fait, ça va faire qu'on ne va pas revenir sur Terre, mais on va voir les choses Plus clair. plus claires. Exactement. Ça va éclaircir et ça va donner une réalité aux jeunes investisseurs que parfois, tellement il est submergé par les informations qu'il veut à tout prix que son projet se réalise, il oublie ce qui est important. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le sujet lui-même, mais c'est l'étude technico-économique. C'est bien d'avoir une idée, mais comment on va la viabiliser? Comment on va la réaliser d'une façon que ça va pas devenir un poids à l'investisseur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'investisseur, le jeune investisseur, il a commencé ce parcours d'investissement, c'est pour sortir du chômage, pour avoir une certaine autonomie, un certain gain, une autonomie financière. Donc on aimerait bien suivre l'investisseur, le jeune investisseur, et l'encadrer pour ne pas l'encombrer après avec d'autres problèmes financiers plus importants. Donc ce qui est important, c'est l'étude technico-économique pour être sûr de la viabilité du projet et pour pouvoir commencer les étapes à suivre. Est-ce que vous êtes du genre à encourager les gens à investir beaucoup dans un projet, ou investir peu pour lancer un petit projet, ensuite agrandir le projet? Moi, personnellement, je trouve, avec peu d'expérience que j'ai, je trouve que pour moi, parce que parfois on a l'impression qu'on a tout compris, on a l'impression qu'on a tout dépassé et tout, on a toutes les informations requises pour réussir le projet, et là on va on va investir beaucoup et on va donner beaucoup de son énergie. Et après on fait des erreurs parce qu'on peut pas être sûr à 100%. Donc moi, à mon avis, surtout ce que je conseille pour les nouvelles générations, pour les nouveaux entrepreneurs, investisseurs, il faut y aller doucement. Il n'y a pas de mal à dire je commence petit, je commence avec juste un petit magasin, voilà, ou même chez moi, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est proportionnellement. C'est j'investis peu, je gagne peu. J'investis beaucoup, je gagne beaucoup. En fait, c'est une corrélation. Mais quand on parle de projet, on parle de réussite aussi. Oui. Qui dit réussite dit aussi perte. Exactement. Et j'ai l'impression qu'on ne parle pas souvent de l'échec. Oui. Or que c'est tout à fait normal d'échouer. Au contraire, il faudrait bien accepter ce côté-là. Exactement, parce que ça va forger qui nous sommes. Parce que si on parle de juste gain, parce qu'on a cette idée qu'on essaye d'inculper dans les jeunes générations, c'est en fait, investir, ça veut dire gagner automatiquement. Mais parfois... Le marché change, il y a beaucoup de chances. Exactement, le marché change, les idées changent. Eh ben, il y a beaucoup de points à prendre en considération. Donc, moi, j'aimerais bien... En fait, quand on parle d'échec, ça ne veut pas dire qu'on va parler d'abandon. Parfois, on échoue, mais c'est pour revenir encore plus fort. C'est se forger en fait. Exactement. Oui. Donc le plus important, c'est que l'investisseur, il commence avec l'idée que le plus important, c'est pas l'idée elle-même. Parfois, on essaye de s'attacher à une idée, malgré on sait très bien que ça peut pas marcher dans notre environnement ou par rapport à notre société et tout, mais on essaye de la réaliser parce qu'on y croit. Le plus important, c'est on va toujours relier le cœur et le cerveau. Donc une fois on commence d'abord, l'idée c'est bien de l'avoir, de l'encadrer. On va essayer de faire l'étude technico-économique pour voir la viabilité de ce projet, voir les ressources personnelles, qu'est-ce qu'on peut investir, qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on ne va pas investir tout d'un coup. Parce qu'après, sinon l'échec, ça
la déception sera plus importante. Oui, Donc voilà, donc il faut y aller, je dirais, il faut y aller doucement mais sûrement. et sûrement. Voilà, c'est ce qui va faire qu'un investisseur réussit plus que d'autres. Mais il faut aussi prendre le risque. Voilà, il n'y a pas de réussite sans risque. je pense. Exactement, voilà. Oui. Et quel type de projets sont les plus accessibles aux jeunes dans ces temps-là? Bon, si on parle de les jeunes, la nouvelle génération, on va parler d'Internet, de connexion, des marchés En ligne. Oui. Donc maintenant, on voit bien les startups, le e-commerce, le marketing en ligne, ça se développe à une vitesse, à une rapidité très très importante. Donc, à mon avis, c'est un secteur qu'il ne faut pas négliger. Si on a les compétences pour et les capacités pourquoi pas, parce que c'est un marché qui peut rapporter beaucoup, mais aussi ne pas s'éloigner on va dire, l'investissement ancien, on va dire, de tous les domaines, l'artisanat, le tourisme, parce que c'est pas le projet ou le domaine qui est important, c'est sa viabilité. Donc, et surtout, je pense que l'idée est très essentielle aussi. Oui. Parce que des fois, quand on parle de l'e-commerce, il y a une très grande concurrence. Oui, exactement. Donc, c'est pas sûr de réussir, de trouver le produit, de le revendre, donc c'est pas évident. Exactement, c'est là où ça rentre, en fait, rentre le rôle de la banque, le rôle de l'étude technico-économique, le rôle du comptable. En fait, l'investisseur, il a une idée, il est enthousiaste de réaliser l'idée elle-même, Oui. mais en fait, c'est une fois qu'on rentre dans les calculs, on va rentrer dans la viabilité du projet, c'est là où ça va permettre d'encadrer le jeune investisseur. Moi, personnellement, à chaque fois, parfois, j'ai l'impression d'avoir une bonne idée. Une fois que je commence l'étude technico-économique, les calculs, Vous changez d'avis. Je change d'avis. Oui. Et je change d'avis avec avec une certitude que c'est bien. Malgré je suis déçue parce que l'idée, elle est importante. En fait, c'est un projet à reporter. Exactement. C'est pas à annuler, reporter, mais... voilà, ou à reformuler, ou à Oui. changer l'endroit. Parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Exactement. Mais des fois, on voit les gens quand je vois une personne qui a fait un projet de coffee shop ou quelque chose comme ça, je fais la même chose. Donc, je trouve pas innovatif ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, généralement, on a tendance à rentrer dans ça parce que c'est plus sûr. Donc, si on prend la même ville, le même quartier, la même société, donc on va dire, si lui, il a réussi dans ce projet, donc automatiquement, moi aussi, je vais réussir dans ce projet-là. Mais je pense que c'est pas ça qui va faire qu'un investisseur va devenir plutôt plus important à l'avenir ou qui va réussir. Parce que parfois, c'est juste le produit il change, un commerce échoue et l'autre il va gagner. Donc pour moi, le plus important, c'est pas de regarder. Bon, ce qui a marché pour l'autre ne va pas forcément marcher pour nous. En fait, c'est pas les mêmes idées aussi. Exactement. Oui. Je pense qu'on est dans une société maintenant, on est dans un temps où il faut être innovant. Oui. Parce que si on refait tous la même chose, à un moment donné, ça devient lassant. Et la nouvelle génération, elle se lasse rapidement. Parce que, oui. Ils cherchent beaucoup le gain rapide, en fait. Exactement, oui. En fait, c'est une fausse idée de croire, bon, maintenant je suis au chômage, je vais faire un investissement pour sortir du chômage. Oui. En fait, il faut être réaliste. Il faut comprendre c'est quoi l'investissement et c'est quoi les avantages de l'investissement. Et comprendre aussi le marché. Exactement, c'est le plus important. Oui. Et parfois, on a cette idée de croire qu'une fois qu'on devient investisseur, on n'aura pas les 8 heures de travail. Et bien, parfois, on aura 24 heures sur 24. Exactement. Parce le suivi, c'est pas facile. Voilà, exactement. Oui. Parfois, tu te retrouves en même temps le chef d'équipe et l'équipe elle-même, parce que surtout si on parle d'un jeune investisseur qui va commencer avec des moyens qui sont très réduits, très faibles. Il doit tout chapeauter. Exactement. Il pourra pas faire son équipe du jour au lendemain. Donc, il doit faire tout lui-même. Et quand on parle de ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de présence et voilà, il va chapeauter en fait tout le projet.
Oui. Voilà. Madame Serine, vous nous avez déjà parlé du rôle de la banque dans l'accompagnement de ces jeunes-là. Je voudrais, si c'est possible, de les donner dans des points. Donc, je pense que en fait, quand le jeune investisseur il va vers une banque, en fait, il a l'idée elle-même, Oui. il a une étude technico-économique préétablie. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un dossier va être retenu par rapport à un autre? Donc, premièrement, on va faire l'étude technico-économique parce que c'est ce qui va donner une visibilité à l'avenir de ce projet. Est-ce qu'il va marcher? Est-ce qu'il ne va pas marcher? Ça, c'est en premier. Il y a des secteurs qui sont plus privilégiés que d'autres secteurs. Parce que, comme exemple, les nouvelles générations, ils ont tendance à aller vers le recyclage, mais à un moment donné, ça devient lassant. C'est les mêmes. C'est vrai, c'est les mêmes idées. Exactement, c'est les mêmes. Qu'est-ce qui va faire la différence en fait des projets? Donc il y a ça, et il y a aussi un point très 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 important. En fait, c'est l'image de l'investisseur. C'est vrai. Parce l'investisseur avant, c'est pas n'importe quelle personne qui a de l'argent, elle peut investir. Parce qu'un investisseur, c'est un caractère après tout. C'est une personnalité après tout. Oui. C'est un chef d'équipe. Donc on a besoin d'un manager. Un meneur. Exactement. Oui. On a besoin d'un manager, on a besoin d'un chef d'équipe. Donc une fois qu'il y aura la commission, l'investisseur, il doit avoir la capacité de défendre son projet. Parce que c'est ça le plus important. Oui. Donc il y a pas mal de points à prendre en considération. Après, il y a aussi ce qu'il ne faut pas négliger, les aides de l'État. Parce que maintenant, il y a pas mal d'aides que l'État, ils ont établi des aides pour aider les jeunes investisseurs, surtout les... D'ailleurs, l'État a donné une grande importance aux petits projets. Exactement, micro-entreprises. Oui, les les micro-entreprises, les startups. Et elle a donné énormément d'avantages fiscaux aux jeunes investisseurs aussi. Exactement. Oui. Donc, il y a pas mal d'avantages fiscaux que d'autres pays ne donnent pas pour les investisseurs. Mais l'Algérie, elle essaye d'initier en fait cet esprit d'investissement dans les nouvelles générations. Oui. Voilà. Et quelles sont les erreurs que les jeunes doivent vraiment éviter? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il ne faut pas, si on voit que les chiffres ne suivent pas l'idée, il faut savoir s'arrêter. C'est ça le plus important. C'est là, je veux dire, c'est la première règle. Parce que parfois, on a une idée et on veut tellement la faire réussir que même si on voit des chiffres qui ne sont pas rentables, on voit qu'il y a un risque qui est très très important, mais malgré ça, on essaye de continuer parce qu'on a peur de ne pas trouver une autre idée. Oui. Donc ça, il ne faut pas tomber dans ça. Il faut y aller vraiment doucement jusqu'au jour où trouver la bonne idée. Oui. La deuxième, pour moi, je dirais, c'est il ne faut pas négliger l'étude technico-économique, l'endroit surtout, parce qu'il y a certains business qui peuvent réussir au sud, mais ne peuvent pas réussir au nord, et vice-versa. Donc il faut pas négliger la société et surtout le marché actuel. Voilà, donc je dirais que c'est ça à peu près les points les plus importants. À ne pas négliger. À ne pas négliger surtout. Voilà. Et quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune qui est hésitant d'investir ou de rentrer dans le côté business Je pense que je dirais qu'il faut avoir du courage. Parce que dans la société, on ne peut pas être tous investisseurs, on peut pas être... Mais si quelqu'un y voit qu'il a les capacités pour, qu'il a le caractère pour, que c'est un bon manager qui peut réussir, eh ben, à mon avis, il doit foncer. C'est juste qu'il doit toujours, c'est ça. C'est qu'il faut toujours en fait rester rationnel. Oui. Parce que si on perd le côté rationnel, on s'acharne sur une idée, c'est pas forcément on va réussir. C'est vrai. Donc il faut toujours en fait équilibrer entre le rationnel et en fait l'enthousiasme et l'idée elle-même. Donc toujours une relation entre le cœur et le cerveau. C'est vrai. Voilà. Vous nous avez beaucoup parlé de bons managers. كيفاش تعرفي un bon manager? Je pense, comme je dis toujours, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Hein.
C'est simple. C'est quoi les caractéristiques en fait d'un bon manager? Un bon manager, c'est en fait le plus important, c'est quelqu'un qui peut appréhender. Oui. Parce que parfois, on a un groupe d'individus, il y a des problèmes. Un bon manager, il doit savoir Gérer. appréhender le problème. D'accord. Donc, avant que ça se passe, donc pour lui, déjà, la possibilité que ça y arrive, donc elle est déjà en tête. Oui. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et surtout, les gérer. Gérer la situation. Parce que parfois, on n'a pas les moyens humains pour, on n'a pas les moyens économiques pour. Il faut chercher il faut savoir chercher la bonne solution au problème. Donc pour moi, c'est ça. Et surtout, c'est quelqu'un qui doit être fort de caractère, qui ne doit pas être facilement intimidé. Oui. Parce que dans la vie, il va faire face à plusieurs obstacles, plusieurs administrations, plusieurs personnes. Donc il faut vraiment avoir les épaules. Il doit tout gérer. Exactement, les épaules pour. Voilà. Donc c'est un petit peu les caractéristiques d'un bon manager. Oui, pour moi. Parce que des fois on se dit que je suis bon manager, je peux gérer, je peux. Mais quand on est dans la situation elle-même, on gère rien. Oui, mais parfois ça arrive. En fait, on va dire, c'est la naïveté de la jeunesse. Hein. Quand on est jeune, on est un peu égocentrique, on est naïf. Mais c'est ce qui va faire qu'on va apprendre avec le temps. C'est pour ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut commencer petit. Même si on fait une erreur, il n'y a pas des conséquences très, très importantes. Mais jusqu'au jour où on va apprendre de nos erreurs. Oui. Voilà, parce qu'il y a pas, on va pas être parfait dès le début. C'est impossible. Madame Céline, est-ce que vous aimez le thé? Oui, pourquoi pas. Le thé fort ou pas vraiment? Pas vraiment. Léger. C'est une chanson qui va venir après, donc c'est pour ça que j'ai posé la question. Je vous remercie énormément, Madame Céline, pour toutes ces informations. On vous souhaite une bonne continuation dans le domaine financier et une très bonne réussite dans votre projet touristique. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous laisse avec cette chanson qu'on vous dédie peut-être sur le thé. Et on revient après avec notre invité, Monsieur Tamer Brahimi. لتاي غني دبابس ويطلق ملتاي الزم مدل دبابس دوين غلى اللتاي الزم مدل دبابس ولاد ويسسلتاي الزم مدل دبابس ما غرلتاي يخصغي دبابس وسي وجي دبابس أغاني فاس أدي سوامان إهنا إيمانس ألتاي يا لتاي أي تغلي دلتاي ألتاي ألتاي ميت اللي دباب اللتاي ألتاي يا لتاي أي تغلي دلتاي ألتاي يا لتاي ميت اللي دباب اللتاي هشتني وني رقمن لتاي وزعيم تنميت اني مسلمان توغيت التايا نجيم ألقمتش يزي قوى تستبت ويسن ألقمتش يزي قوى تستبت ويسن أشي حفظ ربي يوا يحفظ بني فسن أشي حفظ ربي يوا يحفظ بني فسن هلتاي هلتاي ميت اللي دباب اللتاي يا لتاي ميت غلي دلتاي هلتاي يا لتاي ميت اللي دباب اللتاي يكفراني الكيسان ميت اللي ايدينا غال سلب الراد اني بهانا قد نغلت عودة الدوال سغت وجود الرقباش دورنا العيد بديولي سغت وجود الرقباش دورنا العيد بديولي شتشايو وانا تحوفاش واستهلا جاون يزلي شتشايو وانا تحوفاش واستهلا جاون يزلي هلتاي
شراطي سرهاتي غمام داوي 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 دين الغلاوي درني الكاس بتتوفي دايو وشراطي سرهاتي غمام هيت بهيت البراد وليا لتراب الله الله داين الكاس جناس وليد شفاف داين الكاس جناس وليد شوفان داين مزوط وجلدي سصغر النعنع قيمة ما شاء الله معايا قاع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Et voilà une belle chanson choisie par notre script Myriam Kharfi, merci. Donc on accueille avec nous Monsieur Tamer Brahimi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Farhat, je suis très honoré d'être parmi vous. Tout l'honneur pour moi. Monsieur Brahimi, aujourd'hui vous allez nous parler de l'apprentissage des langues étrangères à l'ère de l'intelligence artificielle. D'accord. Tout d'abord, on doit voir c'est quoi l'intelligence artificielle. Oui. C'est un ensemble de technologies informatiques conçues par des techniciens, des ingénieurs, etc., Oui. sous forme de notions et des données où le chercheur ou l'étudiant puisse avoir accès à des données-là pour l'apprentissage de ses études, Oui. de la langue, etc. Et comment l'intelligence artificielle a-t-elle changé un petit peu l'apprentissage des langues? L'IA, l'intelligence artificielle, elle a révolutionné l'apprentissage des langues en offrant une personnalisation extrême. Rythme, style, retour immédiat, par des exercices ciblés, tellement conçus à travers un niveau bien déterminé, par des applications telles Duolingo, Gliglish et Laura, il y en a d'autres. Oui. Donc, est-ce que vous voyez que l'intelligence artificielle a un petit peu fait évoluer ce côté-là de l'apprentissage des langues étrangères? Bien sûr. Premièrement, si je prends le côté apprentissage, oui. L'étudiant, déjà le manque déjà d'argent, donc il ne peut pas se permettre des cours, etc., c'est un accès facile. Oui. C'est un jugement, sans jugement. C'est-à-dire lorsqu'on fait des cours avec un professeur, il est conscient d'un jugement, l'étudiant il est censé avoir une réticence. Donc il y a sans jugement, accessibilité à tout moment, inclusion aussi, un feedback immédiat. Ouais. Donc tout ça se génère sur l'apprentissage de la langue, sur les avantages conçus par l'étudiant ou le professeur ou le chercheur ou n'importe qui peut avoir accès à cette IA. Oui. Mais M. Brahimi, je pense que, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais des fois quand l'information est tellement facile elle est à portée de tout le monde. Donc on voit beaucoup de jeunes qui vont vers la facilité, mais en fait les recherches et compagnie dans des sujets de mémoire et tout, on trouve un type énormément de plagiat dedans, on trouve que la recherche n'est pas approfondie. Donc est-ce que la question qui se pose, est-ce que l'IA va remplacer ou peut remplacer l'enseignement? À mon avis, l'enseignant restera toujours l'enseignant. Oui. L'être humain ne peut pas être remplacé par une machine. Parce que si on prend le côté émotion, le côté moral, le côté conscience, la machine n'a pas une conscience, la machine n'a pas d'émotion, la machine n'a pas de la morale. Oui. Donc ça, c'est ce qui diffère la machine de l'enseignant. L'enseignant, il est là, il peut faire la morale, il peut faire des émotions, etc. Donc ce côté-là, elle ne peut pas le remplacer. Mais par contre, elle adapte le niveau des apprentissages à n'importe quel apprenant. Là aussi, il y a l'IA GPT qui donne des conversations. Donc,
On peut lui parler, même pas écrire. On peut pour questionner donc l'IA GPT. Oui, et choisir Voilà. même la voix et choisir la Très personne bien. avec laquelle on parle. Il y a même des plateformes comme Spare, je crois, ou Oui. voilà, CERT, je crois. Donc, c'est créer des apprentissages selon le goût, selon le niveau. C'est vrai. Donc, ça veut dire, ici, c'est conçu pour n'importe quel niveau. Donc, pour moi, le côté enseignant reste toujours l'enseignant. Nul ne peut remplacer l'enseignant. Mais, en parallèle, il peut accéder à l'évolution de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la facilité de l'accès à l'information? Donc, premièrement, parce que je pense, à mon avis, pardon, M. Brahimi, la recherche a son charme aussi. Quand on touche un papier, quand on lit un livre, c'est pas la même chose. Parce que avoir l'information facile, ça rend un petit peu les gens, ils vont pas faire des efforts. Très bien. Oui. Là, vous parlez des inconvénients, le côté passif. Premièrement, il y a l'isolement social. On s'isole, parce que lorsqu'on apprend une langue, c'est en société. Oui. Premièrement, c'est l'isolement social. Deuxièmement, c'est la dépendance dont vous avez mis le point, c'est la dépendance technologique. Ça y est, je ne fais pas d'effort, je questionne, elle me répond et ça y est. Donc ici, la réflexion se stagne. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une réflexion qui va évoluer le niveau de chaque apprenant. Il devient passif. Il doit poser une question, on lui répond. Donc il devient dépendant. C'est comme une drogue. Il devient dépendant de la technologie. Mais normalement, la technologie, elle complète le travail de l'apprenant. Elle le complète, voilà, mais elle ne devient pas dépendant d'elle. C'est vrai. Voilà, elle complète. Voilà. Elle ne remplace pas vraiment Et quels sont les principaux avantages de l'intelligence artificielle dans l'enseignement des langues étrangères, M. Brahimi? Très bien. Les avantages, c'est on peut avoir accès à tout moment, la nuit, le jour, donc accessibilité 24 sur 24. Oui. Deuxièmement, l'accessibilité, c'est-à-dire n'importe qui, dans un village, dans une ville, donc n'importe où, elle est accessible. Donc il suffit d'avoir un smartphone, de l'Internet, et le match est joué. Oui. Donc ici, c'est l'accessibilité. Il y a aussi le feedback immédiat. C'est-à-dire directement, j'ai la réponse. Je ne vais pas attendre des recherches, etc. C'est immédiat. Là aussi, c'est l'intelligence. C'est-à-dire l'apprenant, il rentre carrément dans l'apprentissage. Ça veut dire que ce sont des avantages qui sont en faveur de l'apprenant. Soit à la maison, c'est-à-dire l'apprentissage, soit dans une salle, dans un amphithéâtre, donc, et l'accessibilité, il faut passer par des portes, etc. Là, non. Vous êtes chez vous, sur le lit, sur un fauteuil. Donc, ici, accessible à tout moment. C'est ça les avantages. Oui, mais il y a M. Brahimi, il y a des chercheurs ou des enseignants qui ne sont pas vraiment d'accord avec l'idée d'introduire l'intelligence artificielle, parce qu'on voit de nos jours, elle est omniprésente dans tous les domaines. Donc, ils sont un petit peu contre cette idée-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, c'est une révolution mondiale. Oui. C'est-à-dire, dans le monde entier, on ne parle que de ça. Il y a des gens qui sont formés pour ça, il y a de l'argent qui est investi dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de données, parce que l'intelligence artificielle, maintenant, c'est payant, comme le chat GPT. Oui. Il y a le gratuit. Et regardez, c'est du commerce quand même. Bien sûr. Ça veut dire, vous demandez des informations, vous arrivez jusqu'à la 5e, on vous dit ça y est. Mais lorsque c'est payant, à l'extrême. Donc ici, on vous donne un appât, on vous fait gaver la chose jusqu'à que vous demandez plus. Et lorsque vous demandez plus, c'est payant. Donc ici, si on parle du domaine des recherches, il y a des chercheurs qui sont obligés
sont obligés, parce qu'il y a des données qu'on ne trouve pas dans les livres. Oui. Il y a des données qu'on ne trouve pas là accessibles chez nous. C'est-à-dire on doit avoir accès à une ouverture mondiale. Oui. Donc ici, ça dépend de l'apprentissage lui-même, soit en langue, soit dans les universités, soit dans les écoles, etc. Ça dépend du niveau de l'utilisation de cette IA dans l'apprentissage des langues. Monsieur Brahimi, la fiabilité des informations dans ces plateformes, est-ce que c'est des informations fiables ou Bon, il y a des hauts et des bas. Maintenant, si je parle de la langue arabe, il n'y a pas beaucoup en langue arabe dans le LIA. Moi, je connais des professeurs en langue arabe, ils ne trouvent pas. On trouve une français, difficulté. anglais, allemand, etc. Oui. Mais généralement, c'est le côté anglophone qui domine l'IA. Oui. L'intelligence artificielle, elle est dominée par les anglophones. Maintenant, des fois, on demande quelque chose, mais vous aurez une réponse qui est dans les données. est limitée? Limitée, ça veut dire qu'il n'y a pas une réflexion. Moi, si je parle avec un professeur ou un savant, directement, il réfléchit. Mais la machine, elle donne ce cas-là. C'est vrai. Des fois, si on parle du côté de religion, la religion, il n'y a pas assez de données là. On peut vous donner quelque chose de faux. Donc ici, l'information, elle n'est pas vraiment fiable dans quelques domaines. Mais elle est fiable dans la majorité des autres domaines. Mais il y a des domaines qu'il faut faire très attention. Oui. C'est pour cela qu'il faut y aller à petits pas. Et quand dans les recherches scientifiques, est-ce qu'on peut prendre l'intelligence artificielle ou les plateformes de l'intelligence artificielle comme support dans sa recherche? De nos jours, on ne parle que de ça. De nos jours, Oui. D'ailleurs, il y a des travaux de recherche qui sont... Voilà, ils ne font que ça. Oui. Donc j'ai pris de ça, j'ai consulté ça, je suis dans une plateforme, j'ai l'application, Doling, j'ai Gliglish, etc. On ne parle que de ça, c'est comme si c'était un sujet du jour. Ce n'est pas carrément la fiabilité qui nous dirige, mais c'est la mode. Or, j'ai l'intelligence artificielle dans une petite partie de la communauté, je ne parle pas de la majorité. Mais il y a une communauté où ils partagent ces recherches. Ils font accès à des bibliothèques, même il y a des bibliothèques virtuelles. On peut accéder à la bibliothèque, par exemple, centrale des États-Unis par le monde. Donc, c'est pas bloqué. C'est-à-dire, on peut se permettre la bibliothèque virtuelle comme on peut permettre l'IA. Oui. Par ces plateformes. Ces plateformes. Existe-t-il des risques quand on utilise ces plateformes dans des recherches ou dans d'autres domaines aussi? Bon, pour quelqu'un qui est adulte et mûr, et connaît son domaine, voilà, il est spécialiste, bon, on ne peut pas avoir vraiment peur de ce qu'il va recevoir. Mais moi, je parle des jeunes comme à l'école, par exemple, un élève du moyen ou du lycée, oui. Là, c'est un peu risqué. Mais quelqu'un qui est à l'université, il n'y a pas de problème. Donc, il connaît beaucoup de choses et il sait différencier ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais les autres, lorsqu'on est adolescent, un peu enfant, là, il faut que quelqu'un adulte qui surveille ce qui vient derrière cette application. Risqué de quel côté? Risqué de l'enduire dans des erreurs, de lui donner des fausses identités. Là aussi la culture, il y a une culture qu'on fait passer. Donc, nous avons une culture musulmane, nationaliste, etc. Là, attention, il faut surveiller les enfants. Peut-être ils auront des idées sur la valorisation de notre identité. Là, c'est un peu dangereux et il faut suivre nos enfants parce qu'on leur inculque des savoirs à l'école
le nationalisme, l'islam, l'arabicité, la mazir, etc. Oui. Donc, d'une étincelle, on inculque quelque chose qui dit non, ça c'est ancien. Regardez ce qui est nouveau. Voilà la technologie. Ça change un petit peu l'idéologie de. Oui, c'est vrai. Monsieur Brahimi, on va voir un reportage de l'enseignement. C'est une école à l'université de Ouargla, l'enseignement de langue. Et on revient juste après pour continuer notre sujet de l'IA. Les langues étrangères s'avèrent très utiles et très importantes de nos jours. Monsieur Khalfaoui Ben Omar nous ouvre les portes du Centre des langues étrangères situé à l'Université de médecine Qasdim Rbeh à Ouargla. C'est un centre, comme son nom l'indique, qui est destiné à donc proposer une prestation. Quelle est cette prestation? C'est la formation intensive pour les langues. Actuellement, nous avons donc le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le russe et en même temps la traduction. Nous avons commencé par l'initiation de la traduction et prochainement nous allons faire de la traduction pratique. Il y a un besoin donc exprimé donc pour la maîtrise des langues, à savoir le français et l'anglais, et en même temps un autre besoin pour les collègues. Quand je dis les collègues, c'est les enseignants. Différentes langues sont enseignées dans ce centre, très prisé par les étudiants en médecine ainsi que par les étudiants des autres filières. Il y a un besoin justement, il y a un grand besoin justement chez les gens d'ici d'Ouargla d'apprendre les langues. Bien sûr, vous savez la raison. La plus grande raison, c'est beaucoup plus. Il y a des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises internationales ici en Hassim Soud. Donc l'anglais, le français, on apprend même le turc, l'anglais, plutôt le russe. Donc les gens quand même. Ainsi que le turc d'ailleurs. Très bien. Donc les gens ont soif d'apprendre les langues, hein, parce qu'on a toujours cette idée que les gens du Sud n'apprennent pas les langues. Au contraire, donc j'ai des étudiants ici, par contre, de médecine, de biologie. J'ai même des étudiants justement de ceux qui apprennent les langues, enfin qui sont au département de langue française. Ils viennent ici pour perfectionner, puisqu'on vient juste d'entamer avec une nouvelle méthode, c'est Alter Ego. Puisqu'avant on travaillait avec Rond-Point, maintenant avec Alter Ego. C'est une méthode qui a donné beaucoup de résultats. Ça fait quand même 5-6 ans que j'enseigne cette méthode. Et beaucoup plus s'exprimer puisqu'elle se base sur la communication. C'est une méthode actionnelle, c'est basé sur la communication et bien sûr sur l'écrit. On a des professeurs, on a des fonctionnaires, parce que j'ai 3 groupes, donc surtout parce que c'est les samedis en fait, les fonctionnaires viennent plus facilement. Très bien. En plus ici, on est surtout à la faculté de médecine, c'est un environnement très sain, donc il y a une ambiance estudiantine et on a aussi le directeur qui nous a mis beaucoup de moyens. Vous avez vu comme un labo, c'est le seul labo ici à Ouargla. Ça n'existe. C'est bien équipé. Exactement, voilà. Des labos sont mis à la disposition des élèves très intéressés par l'apprentissage des langues. Parmi ces jeunes étudiants se trouvent des lycéens, des employés d'entreprise et même des enseignants. J'ai à peu près 3 mois. 3 mois. Ouais. Ça y est, vous maîtrisez un peu le français? Oui, ça va. Je maîtrise un peu. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante, spécialité d'écologie de l'environnement à l'université. Je suis un lycéen au premier secondaire à Barkameli. Très bien. Tu es depuis combien de temps ici? Tu apprends les langues depuis combien de temps? J'ai à peu près 3 mois. C'est bien, tu maîtrises bien. Et qu'est-ce que tu espères faire avec le français? Puisque au lycée, tu as le choix. Pour une bonne note au bac, Inch'Allah. Je suis un cadre au niveau de la Banque extérieure d'Algérie. Donc je viens ici pour apprendre cette méthode, la méthode d'enseignement des langues par le système multimédia. Donc j'apprends l'utilisation d'Alter Ego pour enseigner cette langue en langue étrangère. Affilié à d'autres centres des langues en Europe, ce centre a réussi
à gagner l'estime et la confiance des pays étrangers. Quand on parle de l'enseignement intensif, donc nous travaillons avec une convention, la convention de cadre européen de référence. J'ai le plaisir et l'honneur de vous dire par exemple que cette année, l'université Qasim El-Bah, le centre d'enseignement intensif de l'université Qasim El-Bah a été sélectionné avec 5 autres universités et une université européenne, une université britannique-française, une autre italienne, une autre espagnole et une turque pour un projet qui va durer 3 années. Donc nous sommes partenaires. Donc quel est l'objectif? C'est la modernisation de l'enseignement des langues étrangères. Apprendre les langues, c'est s'équiper d'outils nécessaires à la communication. Voilà, donc on a vu un petit peu le centre intensif de l'enseignement des langues à l'université de Ouargla, qui est sous la direction de M. Khalfaoui Ben Omar. Donc on a parlé de la méthode Interrego. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette méthode, M. Brahimi? Bon, pour la méthode, il y a beaucoup de méthodes dans le monde. Adomania, Interrego. C'est la plus utilisée dans nos jours et la plus maniable chez les apprenants. Oui. Donc on parle beaucoup plus de communication, investir des ressources dans une situation bien déterminée, au resto, à l'université, etc. Et chaque apprenant a son domaine où il va se voir parler la langue dans des situations bien déterminées. Donc c'est un petit peu la communication. Ça se base surtout, c'est apprendre à communiquer avec les autres. Parce qu'on prépare déjà l'apprenant à partir à l'étranger et à affronter des situations. C'est pour cela qu'on utilise Interrego qui est mondial. Oui. D'ailleurs, M. Khalfaoui nous a parlé de modernisation de l'enseignement des langues étrangères. Est-ce que l'intelligence artificielle joue un rôle dans cette modernisation, monsieur? Ça c'est sûr, parce que vu l'ampleur de cette application et cette nouvelle technologie, tout le monde y adhère. C'est comme si on cherche un endroit où il y a beaucoup de monde. Donc ici, le monde s'entoure de l'IA. Donc ici, c'est forcément avoir accès à la modernisation de la langue. Oui, et comment l'enseignant peut-il intégrer l'IA dans l'enseignement, monsieur? Là, ce n'est pas n'importe quel enseignant qui peut intégrer l'IA dans ses cours. Premièrement, il doit avoir au moins une adaptation du cours. Il va voir les forces et les faiblesses de sa classe. Et il va adopter son cours selon ses faiblesses et selon ses forces. Et il aura un cours qui est travaillé par l'IA, via application ou de plateforme, et il va l'essayer. Parce que c'est l'essai qui va avoir l'impact sur l'apprenant. Et quel conseil pouvez-vous nous donner pour les jeunes qui veulent apprendre une langue étrangère, M. Brahimi? Bon, apprendre une langue, pour moi, on peut démarrer avec une application, mais l'enseignant, c'est primordial. Parce que le jugement, on doit avoir un jugement. Tu parles bien. Non. Voilà, vous avez fait telle erreur. Il n'y a pas de jugement. Donc ici, on est forcé d'avoir un enseignant. Il y a aussi l'émotion. Oh, c'est bien. On ne peut pas l'avoir dans une application, mais on va l'avoir et la ressentir chez un enseignant. Il y a aussi la morale. Il ne faut pas dire ça, il faut dire ça. Attention, lorsqu'on parle avec quelqu'un, il faut dire vous, il faut dire... ça veut dire ici, il y a une morale qui chez l'humain. Donc on peut commencer, donc mon conseil, c'est commencer par les plateformes, mais il faut se fier à l'enseignant. Donc toujours se fier à l'enseignant. À l'enseignant. Monsieur Brahimi, merci pour toutes ces informations que vous nous avez données. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous avez parlé aujourd'hui de l'apprentissage des langues étrangères à l'ère de l'intelligence artificielle. Je rappelle, vous êtes inspecteur de français. On vous dit à très bientôt peut-être.
Inch'Allah, je vous remercie aussi. Moi, j'ai parlé d'une petite goutte de l'intelligence. Il y a des experts qui peuvent donner beaucoup sur ça. Mais moi, j'ai ouvert une petite brèche avec M. Farhat. C'est juste pour donner un aperçu sur ça. Merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour une autre émission depuis la station régionale de Ouargla. Je remercie toute l'équipe technique qui a travaillé avec nous, notre réalisateur Faisal Lawar et l'équipe technique à leur tête Najib Mariam. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Farhat et à tes invités aussi. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous retrouverai avec grand plaisir dès demain. Au revoir.